À la une de ce 13h, la cérémonie d'inauguration officielle des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Ce matin au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, le président sortant Donald Kaberuka a fait le point des travaux de l'institution. En 8 ans, la BAD a investi 14 000 milliards de francs CFA dans les infrastructures. Les examens scolaires à grand tirage démarrent ce mardi avec les épreuves écrites du certificat d'études primaires et élémentaires CEPE. La proclamation des résultats est prévue pour le 6 juin prochain. Les dirigeants des pays de la communauté d'Afrique de l'Est vont se réunir ce dimanche 31 mai en Tanzanie pour un deuxième sommet sur la crise politique déclenchée après l'annonce de la candidature du président burundais Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat. Bonjour à vous et bienvenue dans ce 13h sur RTI 1. Les travaux des 50e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD ont démarré hier lundi. Ce matin, c'était la cérémonie d'inauguration officielle avec les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des 54 pays membres régionaux et des 24 pays membres non régionaux du groupe de la BAD. Un nouveau président va être élu au terme de cette rencontre de haut niveau. Et les travaux de ces assemblées annuelles ont donc démarré hier lundi. Quelle ambiance sur place? Le dispositif sécuritaire et sanitaire vu par Adama Koné. Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, aux allures d'un grand centre de réflexion mondiale. C'est le début des 50e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD. En attendant la cérémonie d'ouverture officielle ce mardi 26 mai. Les allées ne désemplissent pas. Rien n'a été négligé pour faciliter la tenue de ces assises. Dans l'arrangement, le commencement, ça se déroule bien. Surtout, c'est la registration, ça se passe très bien. Et il montre que ça s'est bien organisé. L'ONUDI a des partenariats avec la BAD déjà. Donc on est là pour assister, pour aussi participer aux discussions de panels sur, par exemple, les industries créatives, sur l'industrialisation, sur le secteur privé, l'emploi. Et nous sommes très contents de participer. À chaque entrée, un dispositif sanitaire de prévention. La sécurité n'est pas en reste. Après une réunion de mise au point, les responsables rassurent. Les dispositions ont été prises, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais déjà il y a une prise en compte à l'aéroport. Il faut faciliter l'accès de tous les participants, qui sont des milliers sur le territoire ivoirien, en conciliant événements et sécurité par ces moments, leur escorte, et puis la sécurisation des sites d'hébergement. Une fois cela terminé, le site de la conférence qui abrite les travaux et l'hébergement de certaines autres personnalités est aussi pris en compte. Donc voilà un peu, nous sommes venus pour réactiver le PC opérationnel sur place, pour réitérer les consignes à nos collaborateurs. Le message, c'est celui de la discipline, que les instructions laissées à nos hommes soient exécutées par tous les participants pour éviter des désagréments. Là où c'est réservé pour des VIP, il ne faudrait pas que quelqu'un vienne stationner là. La tenue de ces assemblées à Abidjan est aussi l'occasion de confirmer le positionnement de la Côte d'Ivoire. Je trouve ça remarquable, à la fois dans la qualité de l'accueil, dans l'organisation qui a précédé cet événement, qui marque aussi, à sa manière, le retour de la Côte d'Ivoire dans le concert des grandes nations et qui affiche le leadership ivoirien par l'inauguration du siège, le retour du siège en Côte d'Ivoire. Et donc pour moi, à titre personnel, mais je crois aussi pour le Cap-Vert, je suis très heureux de retrouver un pays que je connais et qui a vu ma jeunesse se faire. Entre les fils pour se faire établir un badge et la recherche d'une salle de réunion, les quelques 4000 participants à ces assises gardent le sourire. Ils ont 5 jours pour définir la position de l'Afrique face au nouveau paysage mondial. En marge de ces assemblées de la BAD, le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a rencontré le directeur de l'intégration régionale de la Banque mondiale. Ensemble, ils ont travaillé sur la mise en place d'un programme de financement pour la mobilité des valeurs dans l'espace ouest africain. Reportage. Des opportunités d'affaires pour les investisseurs en Afrique de l'Ouest. La Banque mondiale est intéressée à financer des projets dans le cadre de son programme de partenariat pour la mobilité des talents intra-africains. Pour l'institution financière, le mouvement des talents au sein de la région
permet d'accroître le niveau de productivité et de compétitivité des entreprises, ce qui peut en retour stimuler la croissance et créer des emplois à travers une intégration économique accélérée. Au cours de la séance de travail avec le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Colin Bruce, le directeur du département de l'intégration régionale de la Banque mondiale, a proposé que la Côte d'Ivoire soit la locomotive du programme. Une nouvelle avenue qui s'ouvre de nos jours, c'est surtout avec la disparition des frontières, c'est le mouvement des talents entre les pays. Et en cette matière, il y a la Côte d'Ivoire qui prend un rôle de leadership au niveau de la région. Une proposition qui, selon Ali Koulibaly, est un atout non seulement pour le pays, mais aussi pour la sous-région. Notre pays a déjà abrité un projet pilote qui s'avère concluant. Au sein de l'UMOA, nous sommes le moteur de l'économie ouest-africaine. Nous pourrions être les leaders, un acteur important pour la promotion des échanges. Les réunions techniques des groupes de travail constitués pour le programme auront lieu à Abidjan cette semaine. Des jeunes Africains, réseau de collaborateurs du groupe de la Banque mondiale et du FMI se sont réunis en club. Ils entendent jouer un rôle de choix dans le développement du continent. Sidonie Davila. La jeunesse africaine veut apporter des idées dans la lutte contre la pauvreté sur le continent. Le Forum de la jeunesse africaine leur en donne la possibilité à travers sa deuxième rencontre annuelle. Cette plateforme, initiée par le Club des jeunes d'Afrique, vise à faire éclore des idées innovantes chez les jeunes et à fédérer les compétences pour parvenir à des solutions de développement concrets en Afrique. Nous, les jeunes Africains de la Banque mondiale et du FMI, conscients des opportunités que nous avons en interne, nous utilisons notre network pour créer cette plateforme. 70% de la population africaine est jeune, âgée de moins de 35 ans. Donc nous avons compris que le problème 1, c'est la jeunesse. 2, ce sont les emplois. Pour ces constats-là, on a décidé de réunir tous les plus grands investisseurs. Le but, c'est d'éviter un printemps arabe et de donner la possibilité aux jeunes d'apporter les solutions. Secteur privé, institutions, gouvernements se sont tous mobilisés pour encourager, mais surtout apporter leurs idées et leurs expériences à celles de la jeunesse. Ce sont des jeunes de qualité qui ont été sélectionnés sur une base très compétitive. Ils constituent l'avenir de l'Afrique et c'est pour ça qu'il est important que nous puissions les écouter pour savoir comment nous pouvons aussi améliorer nos politiques les concernant, que ce soit leur emploi, que ce soit leur formation professionnelle ou leur éducation. Ce forum donne également l'occasion à tous ces jeunes venus de tous les pays africains de présenter leurs projets. Parmi 1500 nominés, plusieurs auront certainement la chance de voir leurs projets financés par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et autres institutions financières. Le réseau des femmes parlementaires de la CEDEAO reprend du service. Il avait marqué une pause du fait de l'épidémie de fièvre Ebola. Ce réseau a distingué des personnalités pour leur contribution à son essor. Léon Bro. 12 personnalités dont le président gambien Yaya Jammeh et le président du Parlement de la CEDEAO, Ike Ikeremadou, récompensés par l'ECOFEPA, le réseau des femmes parlementaires de la CEDEAO. C'est en raison de leurs appuis aux initiatives de ce réseau, plaidoyer pour la promotion de la femme et solidarité envers les populations de l'espace CEDEAO. La relance de ces activités en 2012 explique la distinction de la présidente de ce réseau, la députée de Trècheville, Aminata Tungara. Les femmes députées de la CEDEAO ont apporté leur soutien aux réfugiés qui ont fui la guerre dans le nord du Mali en leur remettant des vivres et des non-vivres. Toujours au Niger, ECOFEPA a volé au secours de la population victime des inondations. Ce sont plus de 30 tonnes de riz, ainsi que du savon et des détergents pour un montant de $32 000 qui ont été distribués. Encore estompées par l'épidémie de la fièvre à virus Ebola, les activités de l'ECOFEPA reprennent avec cette cérémonie de distinction. Avant octobre 2015, échéance du mandat de son actuel bureau, le réseau des femmes parlementaires va équiper des centres de santé de l'espace CEDEAO.
L'ECOFEPA compte 27 femmes sur les 115 membres du Parlement de la CEDEAO. Ils sont plus de 419 000 candidats à affronter les épreuves écrites du CEPE et de l'entrée en 6e ce mardi. Sur toute l'étendue du territoire national, les compositions vont s'achever l'après-midi avec l'épreuve de mathématiques. Christelinda Moussa Konaté. Mardi 26 mai date des épreuves écrites du CEPE et de l'entrée en 6e. Il est 7h30 au groupe scolaire Anono dans la commune de Cocody. Les derniers élèves et surveillants regagnent les salles de composition. Des candidats peu stressés mais confiants avant le démarrage de l'échéance. Je suis venue passer mon examen, ça me fait peur mais ça va aller. Ça va bien se passer, si Dieu le veut. Je suis un peu stressée. Ce que j'ai appris pendant l'année, je crois qu'il faut poser des questions sur ça. Dans cette salle, la surveillante procède au contrôle des documents exigés pour la composition. J'ai vérifié la convocation puis les cartes d'identité des élèves pour voir si les numéros sont conformes. 8 heures, les élèves reçoivent les copies pour la première matière, exploitation des textes. Bien les enfants, on commence par remplir le nom et le prénom, soigneusement. On y va ensemble. Il faut regarder sur la carte d'identité pour ne pas se tromper. N'oubliez pas aussi de remplir votre numéro de table. Regardez sur ce qui est collé sur la table. Tout doucement. À l'EPP Cocody Est, candidats et examinateurs sont à la tâche. Il y a cependant un cas de maladie signalé, mais plus de peur que de mal. Il y a une jeune fille qui ne se sentait pas bien, elle a commencé à vomir. Et donc nous avons, comme le centre de santé est tout juste à côté, nous les avons appelés pour qu'ils puissent résoudre le problème. Donc tout se passe bien pour le moment. Elle a regagné la salle. Voilà, elle a regagné la salle. Oui. Donc dans notre centre, il y a un groupe de candidats officiels et un autre groupe de candidats libres. Et donc il y a 4 candidats officiels qui sont absents. Au niveau des enseignants, tout se passe bien. Tout le monde est là. 419 591 candidats prennent part à ces épreuves écrites du CEPE et de l'entrée en 6e. La proclamation des résultats est prévue pour le 6 juin prochain. Dans le Béquet, des dispositions particulières ont été prises pour le bon déroulement de cet examen de fin d'année. Il s'agit principalement de mesures pour éviter la fraude et la tricherie. Les examens à grand tirage marquant la fin de l'année scolaire 2014-2015 ont débuté ce mardi matin à Bouaké par le certificat d'études primaires élémentaires CEP et le concours d'entrée en 6e. Dans les 2 directions régionales de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Bouaké, plus de 20 000 écoliers affrontent les épreuves. Ce sont des candidats confiants qui ont débuté ces épreuves. Les autorités administratives et éducatives ont sillonné quelques écoles pour voir le bon démarrage des épreuves. Diabo, commune située à une vingtaine de kilomètres de Bouaké, les 173 candidats dont 63 filles ont entamé cet examen par des épreuves de français. Candidats surveillés par 16 enseignants. Cette année encore, les consignes sont claires, la tricherie et la fraude sont à bannir. Les parents d'élèves sont obligés de se tenir loin des centres d'examen pour éviter toute tentation. Les candidats ont été exhortés à travailler sereinement afin de faire enregistrer à la région de Béquet un bon taux de réussite. Le taux de réussite de l'année scolaire 2013-2014 était de 79%. La proclamation des résultats est prévue pour le 6 juin prochain. À Kong, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, les mois de mai et juin sont consacrés au mariage groupé. Parmi ces unions collectives se retrouvent bien souvent des mariages précoces, des pratiques sociales que l'UNFPA veut éliminer en sensibilisant les populations. Charles Tatou. Dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, les pratiques du mariage précoce demeurent encore. Pourtant, elles ont des conséquences néfastes. La jeune fille qui fait un enfant constitue un problème pour elle-même et pour sa famille parce qu'elle-même n'a pas fini de se développer. Les petites filles à l'âge de 14 ans, 13 ans, 15 ans, accouchement, ça nous fatigue. Il y a d'autres même qui décident même dans ça même. Ces pratiques sociales s'accentuent sous une autre forme dans la région de Kong avec les jeunes d'aujourd'hui, au point que leurs géniteurs sont devenus impuissants. Ici, il y a souvent des mariages groupés. Entre ces mariages groupés, les mariages précoces.
qui se font toujours avec le consentement des parents. Cela nous écœure de savoir que les autorités coutumières cautionnent cela. On vient, on te pardonne, papa, pardon, mon fils a seinté votre fille, bon, comment a fait ça? Tu es obligé aussi d'accepter et on lui dit, bon, comme il a seinté, il faut la marier. Les mariages précoces vont également à l'encontre d'une des exigences de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Notamment, l'instruction de tous les enfants du pays veut cher au président de la République Alassane Ouattara. Au lycée moderne Dominique Ouattara de Kong, plusieurs jeunes filles sont sorties du système scolaire du fait des mariages précoces. Une jeune fille qui revient des vacances, elle est en grossesse et quand on échange avec elle, elle nous dit que sa grossesse vient de son mari. Non, lui, ça ne le gêne pas. Lui, il fait son devoir de mari. C'est tout à fait contraire à nous, nos objectifs. Interpellées par la situation, les autorités locales sollicitent l'appui des partenaires du pays pour la sensibilisation des leaders communautaires et des guides religieux. La rencontre animée par les responsables du bureau local de l'UNFPE de Bouaké répond donc à cette préoccupation. Elle a été marquée par la prise d'engagement des leaders communautaires et des guides religieux pour la lutte contre ce phénomène. Nous prenons l'engagement de mobiliser nos communautés pour soutenir les actions du gouvernement et des institutions internationales. Le taux de scolarisation de la jeune fille à Kong est passé de 12% en 2008 à 28% en 2015. Il y a eu un effort, certes, mais les sensibilisations doivent se multiplier encore. Même combat à Daloa, dans le centre-ouest ivoirien. Les populations sont sensibilisées à lutter contre les grossesses en milieu scolaire. L'agence ivoirienne de marketing est allée vers les élèves des collèges et lycées. Thérèse Yoboué. Différentes activités communautaires, notamment des tables rondes avec les parents et les élèves, les activités publiques portant sur les modes de transmission, de prévention du VIH-Sida et les grossesses non désirées, ainsi que leurs conséquences, la nécessité du port du préservatif, ont meublé ces journées. L'objectif de ces journées est de contribuer à la réduction de l'infection à VIH et des grossesses en milieu scolaire. Parallèlement à ces activités de proximité, une équipe de santé a procédé à des tests de dépistage du VIH-Sida et de grossesse, ainsi qu'à des détections des cellules précancéreuses du col de l'utérus chez les jeunes filles. Selon Béatrice Touré, chargée de communication à l'antenne AIMAS de Daloa, cette campagne intitulée « Prends le contrôle de ta vie » a surtout pour but d'amener les jeunes filles sexuellement actives à pratiquer l'utilisation systématique du préservatif pour se prémunir non seulement des grossesses, mais des infections sexuellement transmissibles. Outre le lycée Antoine Gauze, 4 autres établissements du secondaire de Daloa sont sur la liste de l'AIMAS dans le cadre de ces journées dites de mérite et de bonne santé en milieu scolaire. Au cours de cette cérémonie, l'infirmerie du lycée a été inaugurée et les meilleurs élèves récompensés. Le ministère du Plan et du Développement veut mobiliser des ressources pour redynamiser le secteur de l'éducation. Recherche fructueuse puisque des bailleurs de fonds arabes promettent un investissement de plus de 160 milliards de francs CFA. La construction et l'équipement de 8 lycées techniques, la modernisation et le développement des écoles islamiques, la construction de l'université de Mans, enfin la construction et l'équipement de 4 centres d'enseignement technique et de 2 collèges techniques. Ce sont là des projets prioritaires pour l'État de Côte d'Ivoire. Pour les réaliser, il faut plus de 160 milliards de francs CFA. Ce lundi, les bailleurs de fonds arabes, notamment la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et la Banque islamique de développement, se sont engagés à mettre à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire plus de 160 milliards de francs CFA, budget total des projets éducation et formation. Ça nous a permis d'échanger les différents points de vue sur les projets qui nous ont été présentés par les hauts responsables des différents ministères de l'enseignement et de l'éducation en Côte d'Ivoire. Nous sommes ravis de contribuer au financement de ces projets-là. Nous sommes engagés dans ce processus de financement de projets de développement de l'ensemble de nos pays et en particulier la Côte d'Ivoire. Selon le docteur Lassina Kwame, représentant le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, l'appui des bailleurs de fonds arabes au secteur éducation-formation
formation vise à terme l'employabilité des jeunes. Cette table ronde nous a permis de mobiliser l'engagement des partenaires techniques et financiers du monde arabo-musulman à l'effet de pouvoir améliorer l'offre du système éducation-formation, mais surtout accompagner les diplômés dans la quête de l'insertion professionnelle. Outre le secteur éducation-formation, les bailleurs de fonds arabes ont ces 3 dernières années aussi financé de nombreux projets, notamment dans le secteur des mines et de l'énergie. Dans la commune d'Abobo, des enseignants s'organisent pour parler d'une seule voix. Ils viennent de se constituer en mutuelle dans l'objectif d'obtenir de meilleures conditions de travail et de vie. C'est un reportage de Pargasse Reconnaît. Les enseignants du groupe scolaire ntanois de la circonscription préscolaire et primaire d'Abobo 2 étaient en fête. La raison, ils ont organisé ce jour la sortie officielle de leur mutuelle créée en décembre 2014. Je demande à nos collègues qui ne sont pas encore adhérés de s'adhérer parce qu'être ensemble, s'unir, ça nous permet de mieux réfléchir et surtout dans l'éducation, ça nous permet aussi de mieux encadrer nos enfants. Pour les enseignants, cette mutuelle vient à point nommé. L'union fait la force. Alors nous avons décidé de nous mettre ensemble pour pouvoir lutter pour nos intérêts, pour pouvoir travailler dans un climat de paix, de sérénité, de convivialité. Après 9 mois de travail, vraiment il est très important qu'on se retrouve comme ça et c'est à travers une mutuelle qu'on peut avoir une manifestation de telle taille. Cette cérémonie a bénéficié du soutien de l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire d'Abobo 2, des chefs traditionnels et des parents d'élèves. Sketch, prestation d'artistes, démonstration de danse des élèves du groupe scolaire ntanois ont meublé cette cérémonie. Occasion pour les enseignantes membres de la mutuelle de montrer leur savoir-faire et leur talent d'enseignante danseuse. La Côte d'Ivoire se prépare à participer à la conférence de Paris sur le climat. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement forme les journalistes dans la formulation des contributions au niveau national. C'est un reportage de Herman Yamia. Comment rétablir le tissu social détérioré du fait des crises successives que la Côte d'Ivoire a connues? Comment assurer la veille, l'alerte et la prise de décision en matière de solidarité et de cohésion sociale? C'est pour répondre à ces préoccupations que le décret numéro 2008-62 du 28 février 2008 a mis en place un observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale OSCS. Ces missions ont été déclinées devant les populations d'Abobo par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Quand on comprend mieux une notion, on sait comment est-ce qu'on peut la mettre en œuvre. Et la Côte d'Ivoire ayant besoin de solidarité et de cohésion sociale, c'était important pour nous, en tant qu'outil de veille, d'alerte et d'aide à la décision, de pouvoir produire ce manuel. L'activité de promotion de la cohésion sociale sera soutenue par un manuel de base qui développe les concepts de solidarité et de cohésion. Ce manuel a été remis par les autorités du ministère de tutelle aux responsables de l'éducation nationale et de la formation technique. Nous allons nous atteler à mettre à disposition de toutes les structures, les établissements publics comme privés, primaires comme secondaires, ces outils-là, pour que cette notion de cohésion et de solidarité puisse prendre forme. Après l'étape inaugurale d'Abobo et d'Anyama, suivront d'autres campagnes de proximité dans toutes les régions du pays, mais aussi à travers les médias et les supports Internet. Plusieurs acteurs, élèves, chefs coutumiers, artistes et responsables d'associations étaient de la cérémonie. Et c'était un reportage signé Maïsako sur le démarrage des activités de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale. Dans la commune de Port-Boué, c'est à Abidjan, une organisation non gouvernementale chrétienne vole au secours des veuves et des orphelins. Elle a initié une caravane sociale pour faire des dons à cette couche défavorisée de la population. Le reportage de Herman Yamia. Venir en aide aux plus démunis, porter assistance aux veuves et aux orphelins, tel est le cheval de bataille de l'ONG La Compassion du Christ, une mission qui l'a conduit dans plusieurs localités du pays.
Dernière escale de cette randonnée solidaire, la commune de Port-Boué, où l'ONG La Compassion du Christ a soulagé plusieurs veuves et orphelins par des dons de vivres d'une valeur totale de près d'1 million de francs CFA. À l'origine de la création de cette ONG, l'histoire personnelle de sa présidente Viviane Afro. Étant dans le coma, mangeant dans les poubelles, le Seigneur a permis que je sorte de là. J'ai fait la promesse à Dieu. Si jamais tu me fais sortir de là, je te jure, je te fais la promesse que je consacre, c'est que je consacre toute ma vie entière à tous mes frères et sœurs qui sont en détresse, ainsi que les enfants de la rue. En plus des dons, les bénéficiaires ont eu droit à un concert de chantre. Les pisciculteurs et agents animateurs du secteur aquacole formés par le CNRA, c'est dans le cadre du projet de développement durable de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Objectif, leur permettre de maîtriser les différentes étapes de la gestion des matrices des œufs, des larves et des alevins. Charles Tatou. Pour la relance de la pisciculture en Côte d'Ivoire, le gouvernement fonde son espoir sur la souche tilapia de Boaké revenue du Brésil après plus de 40 ans avec des performances zootechniques très améliorées. D'ailleurs, dans le cadre de cette relance, une convention de coopération entre les ministères ivoiriens et brésiliens en charge du domaine a été signée en 2013. Convention suivie également de la signature en 2014 d'un accord de financement par le gouvernement brésilien. Cet appui à hauteur de plus de 430 millions de francs CFA porte sur le projet de développement durable de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. C'est donc pour renforcer les capacités des techniciens ivoiriens que la coordination du projet, en accord avec la partie brésilienne, a initié cette session de formation. Nous allons essayer de donner les rudiments nécessaires à une bonne maîtrise de la reproduction, de l'alevinage, du pré-grossissement et du grossissement. Le travail qui est déjà en train d'être fait par l'équipe du CNRA est aussi très prometteur et ce séminaire permettra aussi de faire des petits ajustements sur la reproduction. Durant 4 jours, 25 pisciculteurs et agents animateurs du secteur aquacole ont amélioré leurs connaissances et leur technicité de gestion des reproducteurs. Les alevins étaient dans une phase de quarantaine, nous les avons vus. On a été ici plusieurs fois pour suivre les travaux. La première des choses d'abord, c'est la solution qui a été portée par le gouvernement au problème des semences. Cet élément résolu, il faudrait que l'État penche sur le volet aliments. Cette formation facilitera le transport des tilapias, souches brésiliennes, aux pêcheurs artisanaux et producteurs ruraux dans le domaine de la pisciculture. Parlons culture avec les rencontres théâtre d'Abidjan. Elles vont se dérouler du 28 au 30 mai prochain ici à Abidjan. Le Centre national des arts et de la culture veut par cette initiative hisser le théâtre au rang des arts majeurs en Côte d'Ivoire. Pour cette deuxième édition qui va se dérouler sur une dizaine de sites, un public de 10 000 personnes est attendu. Guillaume Zéré, Hermaniamia. Pour la relance de la pisciculture en Côte d'Ivoire, le gouvernement fonde son espoir sur la souche tilapia de Boaké revenue du Brésil après plus de 40 ans avec des performances zootechniques. Voilà des désagréments techniques. Nous allons maintenant revenir donc sur cet élément de rencontre du théâtre d'Abidjan. L'élément sur la rencontre théâtrale d'Abidjan rencontre des problèmes techniques. Nous allons revenir dans nos prochaines éditions. Toutes nos excuses. Hors de nos frontières au Burundi, réunion des dirigeants des pays de la communauté d'Afrique de l'Est. C'était ce dimanche. Il s'agit de tenir un deuxième sommet sur la crise politique déclenchée après l'annonce de la candidature du président burundais Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. Le sommet va se tenir le 31 mai à Dar es Salaam, capitale économique tanzanienne. Voilà, c'est la fin de ce 13h. Merci d'être resté à notre compagnie. Excellent après-midi sur RTI 1.